À très bientôt. Pendant ce temps-là, le plateau a été renouvelé. J'accueille Dominique Simonet, écrivain, journaliste spécialisé sur les États-Unis. Bonsoir. Et puis nos deux débatteurs du soir, Nicolas Conquer, porte-parole de Républicains Overseas en France. Et bonsoir Fred Hoffman. Bonsoir. Vous êtes le porte-parole des Democrats Abroad. Alors avant tout, on va parler de l'actualité et de ces frappes israéliennes qui ont visé ce soir Beyrouth. Est-ce qu'elles sont signes concrètement qu'Israël n'écoute plus du tout son partenaire américain et plus du tout le président Joe Biden? Il faut que je vous dise qu'en tant que porte-parole, et ce n'est pas pour éviter la question, mais on ne parle pas, on ne va pas commenter sur les actualités des affaires étrangères. J'entends bien, mais ma question est, est-ce que pour Joe Biden, c'est quand même pas un désaveu spectaculaire que de constater que ce soir, eh bien, le président Netanyahou, le Premier ministre Netanyahou... Je répète ce que je viens de vous dire, c'est que j'ai mes propres pensées, mais en tant que porte-parole pour Democrats Abroad, je suis pas politique, je suis pas porte-parole pour le gouvernement. Et je suis désolé, je ne peux pas... J'en comprends quand même que pour vous, c'est un coup dur quand même qu'Israël... Je ne dis pas le contraire. Absolument, je trouve que c'est horrible, et pas que pour Israël, pour tout le monde. Personne ne veut la guerre, on le sait. En tant qu'être humain, on ne veut pas. Et ces démocrates républicains, je pense que personne ne veut voir ça. Je suis rentré ce soir et quand j'ai vu ça à la télé, oui, je suis dégoûté. Mais ça, c'est en tant que Fred Hoffman, une personne lambda qui n'aime pas la guerre, quoi. Un mot de Nicolas Conquer. Nicolas Conquer, les Israéliens n'écoutent plus du tout la parole des Américains. On voit qu'Israël a été, alors que c'est un allié historique des États-Unis, a été complètement lâché par cette administration Harris-Biden, qui leur ont pas donné les moyens de se défendre et de répondre efficacement par rapport aux menaces auxquelles ils font face des satellites de l'Iran. Il y a une vraie volonté, une politique qui doit être déployée. On pourra compter sur Donald Trump et sa nouvelle administration de parvenir à une victoire et d'établir une paix face à une victoire totale face à ses ennemis. Donc, même si ça suppose des raids au Liban qui est en prise et qui est complètement noyauté par le Hezbollah, c'est très ciblé. On l'a vu, il y a eu des prouesses et des coups qui ont été faits qui avaient été jamais vus en termes de renseignement. Effectivement, ça se joue à Beyrouth et c'est dramatique, mais je pense que la menace, elle est également existentielle sur Israël et le peuple israélien. Quand Donald Trump dit « je suis le meilleur ami des Israéliens », ça veut dire qu'il tourne le dos à toute solution politique, c'est-à-dire qu'en vérité, les Palestiniens, ça ne compte pas? Non, il donne des gages. Il donne des gages à l'État d'Israël, qui est un allié historique de longue date des États-Unis. Il a mis en place les accords d'Abraham, qui étaient d'une certaine manière de mettre en place des accords de paix pérennes dans la région. Il a déplacé l'ambassade à Jérusalem, qui était quand même une promesse historique. Il a reconnu la souveraineté sur le mont du Golan. Il a abattu, et là potentiellement, c'est des têtes pensantes du régime iranien. Donc il a vraiment sévi, il a su montrer l'aide que pouvaient porter efficacement les États-Unis à leur allié qui était Israël. Et Donald Trump, c'est le meilleur ami d'Israël, à votre avis? Moi, je ne pense pas du tout. Donald Trump, c'est le meilleur ami de tout le monde, n'est-ce pas? Il va faire un claquement de doigts et voilà, par exemple, la guerre entre la Russie et l'Ukraine, ça va arrêter. Même avant les présidents, c'est les présidents élus. Voilà, il a toutes les solutions. Non, je pense que c'est selon le jour, selon les sondages. Dernièrement, elle avait dit que si vous votez pour Kamala Harris aux US, vous n'êtes pas un bon juif. Excusez-moi. Je ne pense pas que c'est le meilleur ami d'Israël, ni les Juifs. Et oui, elle a déménagé l'ambassade, ok, mais... C'était une bonne décision ou c'est pas une bonne décision? Non, mais ça, je vous dis, je ne peux pas commenter sur ça, si c'est bon ou pas. Le fait d'avoir déménagé l'ambassade, c'est une bonne décision ou pas une bonne décision? Je ne sais pas, je sais pas. Vous n'avez pas d'avis? Laurence? Alors, j'ai un avis, mais en tant que Fred Hoffman. Ok. Ce qui est fascinant, c'est que sur ce plateau, on voit vraiment que chaque fois qu'il y a une crise internationale, la prudence s'impose dans la communication politique. La deuxième chose, c'est, je voulais simplement factuellement reprendre quelque chose, Nicolas, que vous avez dit en tant que représentant des Trumpistes. Hier soir, à la Trump Tower à New York, Donald Trump a fait une conférence de presse et sur l'Iran, il y a eu une question et là, il y a quand même eu une grande surprise puisque Donald Trump a annoncé que s'il était élu, il ferait un deal avec l'Iran sans donner, comme pour l'Ukraine, aucun détail. Avez-vous le sentiment que lorsque Donald Trump parle de politique étrangère et de choses très sérieuses, il donne suffisamment de détails, à part dire, je vais voir Poutine et en 24 heures, tout sera réglé? Non, mais il a raison de ne pas dévoiler en prime ses plans alors qu'il n'est pas encore élu.
on le connaît, il dit qu'il a un deal, ça n'aura échappé à personne. Donald Trump, c'est un deal maker, c'est un homme d'affaires, il est pragmatique et il arrive à des solutions concrètes. Là, il a su mettre en place des sanctions sur l'Iran qui étaient quasiment exsangues sous l'administration de Trump en 2016-2020. À la suite de ça, le régime Biden ont levé ces sanctions qui ont fait qu'ils ont prospéré grâce à leur marché des hydrocarbures et qui ont permis de financer et de laisser prospérer leurs proxys que sont le Hezbollah et le Hamas qui sont financés directement par l'Iran. Donc je peux faire confiance à Donald Trump pour sévir et montrer qu'on doit établir cette position de force en étant craint et ce que Donald Trump arrivera à faire. Donc pour faire un deal quoi, sur l'avenir du monde. Ça me paraît déjà important pour établir la paix. Et je pense que, comme il l'a dit aujourd'hui là, face à Zelensky, il faut « it takes two to tango », il faut être deux pour faire un tango. Et ça nécète de pouvoir ramener les gens autour de la table et d'imposer ou de négocier des conditions. On va passer maintenant à la situation politique aux États-Unis, où j'espère que vous pourrez davantage nous répondre. On va revoir, si vous voulez bien, la carte qu'on a présentée tout à l'heure des sondages les plus récents. On observe qu'on est pratiquement à égalité, comme on le disait tout à l'heure, puisque Donald Trump aurait, je dis bien aurait, 3 sièges d'avance. Or, on sait très bien que dans les États, il y a des États à 20, 30 élus, et il suffirait qu'un État bascule pour que tout change. Alors, je vous demandais à l'un comme à l'autre, quel est l'argument fort de votre candidat pour faire basculer ces quelques pourcentages de voix? Fred Hoffman. Déjà, on ne tient pas compte si fortement des sondages parce qu'on voit comment ça change tous les jours. Si on se souvient de 2016 avec Hillary Clinton, tout le monde avait dit qu'elle a gagné. Exactement. Mais alors, quel est l'argument fort que vous pouvez donner? Que déjà, c'est un changement pour la prospérité des US. Déjà, tous les plans que Kamala Harris propose, maintenant, on voit que vers l'avenir, ça va être beaucoup mieux qu'il y a combien d'années maintenant quand Trump était président. Par exemple, qu'est-ce qui va être mieux, concrètement? Déjà, l'économie, elle a un plan économique, et tout le monde, parce que j'ai regardé les émissions, disent quand on va voir tout ça, écoutez, je peux vous montrer ça. Voilà, si vous allez sur le site, voilà, on peut voir les pages. Vous allez sur le site de Donald Trump, vous avez une page, si je vous trouve là, avec 2 phrases. Alors, si vous voulez voir qu'est-ce qu'elle a comme plan, je vous donne ça, je fais une copie pour tout le monde ici. Donc, elle a un plan complet. Mais pas que l'économie, mais c'est pour la classe moyenne. Elle a un plan pour les gens, pour aider à acheter une maison, pour l'éducation, pour le climat aussi. Climat, vous allez sur le site Donald Trump, il n'y a pas un mot. Pas un mot. Ce n'est pas un sujet listé. Je suis désolé. Alors, déjà, un changement pour les femmes aussi, pour les droits reproductifs, parce que, comme vous voyez, avec le Project 2025, que Trump chaque fois dit « I never read it », je ne connais pas, je n'ai jamais lu. Mais vous non plus, vous l'avez pas lu. Déjà, parce qu'elle monte tout le temps. Mais parce que ce n'est pas le programme. Si, c'est le programme, on le sait. Et J.D. Vance a écrit le préface. Le projet 2021, c'est Kamala Harris. Même, vous pouvez dire ça, Nicolas, mais ce sont les mêmes éléments de langage, vous avez dit tout à l'heure. Alors, je veux juste faire un rappel d'une autre chose. Donald Trump, c'est un criminel. Il était reconnu coupable de 34 chefs d'accusation. C'est un prédateur sexuel, c'est un menteur, c'est un fraudeur. Alors, je pense qu'on voit Kamala Harris en face, on a quelqu'un qui représente plus, quelqu'un qui va amener le pays plus le rejet de Donald Trump. Ouais. À vous, Nicolas. Un argument. Le meilleur argument, en fait, on va s'en tenir à du concret, c'est qu'aujourd'hui, Joe Biden considère qu'il a déjà transmis les rênes et les clés du camion à Kamala Harris. C'est faux. Tant sur la politique. Peut-être laisser Nicolas s'exprimer. Écoutez les arguments, parce que vous ne pouvez pas répondre, mais vous allez répondre. On va laisser Nicolas s'exprimer. On va dire concrètement, Joe Biden considère qu'il a déjà confié les clés de tant la politique domestique nationale qu'internationale à Kamala Harris. Donc ça suppose qu'il ne va pas y avoir de changement, on va être vraiment dans la continuité, et donc cet même état déplorable qui est cette situation d'inflation, de criminalité, d'insécurité et de problèmes de logement qu'on a parlé, elle est entièrement créée de toutes pièces par Kamala Harris et Joe Biden. Donc les gens veulent tourner la page, ne veulent pas être dans la continuité de ce qu'est cette administration Harris et Biden. Et quand bien même ils n'adhèrent pas en totalité à la personnalité de Donald Trump, ils aiment sa politique, ils aiment son bilan, il y a une nostalgie des années Trump. Question de Dominique. Ce qui serait bien, c'est qu'il y ait un vrai débat, en fait, entre vous, c'est-à-dire par exemple sur l'économie, sur comment vous faites avec la dette, comment vous faites avec le déficit, comment sur ces classes moyennes, sur ces gens les plus défavorisés qui sont ciblés dans ces États clés, notamment les 3 États du Nord.
quelle est la meilleure mesure? Est-ce que baisser les impôts de telle manière ou les augmenter sur les sociétés? C'est ça qu'on aurait envie d'avoir plutôt que des insultes et je sais bien qu'on élit quand même une personnalité. Donc il y a la personnalité qui compte, celle de Trump, celle de Kamala Harris. Mais il y a aussi malgré tout la chose la plus importante, c'est est-ce que je vais... Je suis d'accord avec vous, parce que tout le monde regarde Kamala Harris comme elle n'a pas assez dit, elle n'a pas des conférences de presse et tout ça. Déjà, elle est en campagne depuis combien de temps? Peut-être 2 mois maintenant. Donald Trump est en campagne depuis 7 ans. Alors, quand il parle vaguement de tout. Alors, même si je vous sors la feuille avec les... On vous croit. Oui, je vous dis, mais honnêtement, parce que c'est tout vague, on va faire le meilleur machin. Mais comment? Il dit jamais comment il va le faire. Comme avec l'Ukraine et la Russie. Claquement de doigts, comment vous allez réussir? Dealmaker, je ne pense pas. Laurence. Parce qu'elle a perdu pas mal de deals. Factuellement, cette semaine, Kamala Harris a fait une interview sur MSNBC. Ouais. On lui a parlé des problèmes de l'économie. On lui a demandé ce qu'elle allait faire. Le lendemain, le New York Times, qui est quand même le quotidien important, supposé proche des démocrates, a critiqué Kamala Harris en disant elle n'a pas été assez précise. Donc reconnaissez quand même qu'il y a peut-être un problème de communication dans la manière de faire campagne. Alors que lorsque vous suivez Donald Trump, lorsque vous êtes dans les États, vous voyez bien que le message très populiste qu'il a, avec aussi peu de précision, ça touche les gens. Est-ce que vous n'avez pas l'impression quand même, en tant que démocrate, qu'il y a un problème dans la communication de Kamala Harris de convaincre les gens qui souffrent de la classe moyenne? Pas du tout. Est-ce que vous voyez le nombre de gens dans ces meetings? Vous voyez les meetings de Donald Trump qui sont à moitié vides et les gens partent. Et ça parle juste les éléments de langage. On le voit. On voit les vidéos, les gens, au bout du moment, parce qu'ils répètent la même chose. À la fin, les gens partent. J'étais dans beaucoup de meetings. Les gens, factuellement, les gens partent à la fin. N'utilisez pas cet argument. Tous les petits rencontres avec les gens, c'est pas juste la classe aisée, c'est tout le monde. Et elle a une façon de parler, parce que Donald Trump, c'est un grand gars. Pourquoi elle est obligée de faire la même chose? En plus, ils vont critiquer parce que c'est une femme, c'est la première femme de couleur. Si elle dit trop de choses, ils vont critiquer tout de suite. Alors, pour moi, déjà, il y a juste une autre chose. C'est qu'on voit qu'est-ce qui se passe sur le terrain. Déjà, avec l'argent, avec les bénévoles, avec les gens qui frappent sur la porte. Oui, vous vous sentez un enthousiasme. C'est pour ça, pour moi. On l'a compris. Voilà. Question, Nicolas. En cas de résultats extrêmement serrés, comme on le voit depuis le début, est-ce que le camp républicain est prêt à accepter les résultats ou est-ce qu'on va devant des recours? On va commencer par ça. 40 jours, c'est extrêmement court, mais c'est extrêmement long en temps d'une campagne. Les cycles d'actualité vont se succéder. Là, rien que cette semaine, vu ce soir. Il y a donc un débat à venir entre les colistiers. Il y aura également un meeting de Donald Trump là où il a subi une tentative d'assassinat en Pennsylvanie. Enfin, les choses se succèdent, les semaines ne se ressemblent jamais. Et il va y avoir énormément de choses qui vont émerger. Là, pas plus tard qu'aujourd'hui, il y a le maire démocrate de New York qui a été mis en examen pour corruption, financement illégal de campagne. Il y a des choses très très sérieuses qui émergent. On parle des surprises d'octobre. Il dit qu'il est innocent. Hein. Il dit il peut clamer toute son innocence. Oui, mais il ne faut pas simplement donner une version. Le maire de New York, Eric Adams, qui est inculpé, dit qu'il est innocent. Il a été mis en accusation, c'est le mot français, et de fait, l'instruction va suivre son cours. On verra si c'est politisé ou non. On remarquera aussi que c'était une figure proéminente qui avait critiqué la gestion calamiteuse de la crise migratoire et qui avait fait qu'ils étaient, même à New York, incapables d'absorber tout l'afflux massif de migrants qui venaient détruire New York. Mais en termes d'inculpation, factuellement, reconnaissez qu'en termes d'inculpation, Donald Trump, 34 inculpations, avec la sentence attendue le 26 novembre. On est d'accord sur la politisation de la justice, effectivement. C'est indigne de poursuivre un opposant politique en pleine campagne. C'est indigne d'une démocratie. Mais il a quand même été condamné par un jury à New York. Un jury, d'accord, et c'était au civil. Il y a moins un jury populaire, là, on peut pas. Criminel pour des charges qui n'avaient jamais été poursuivies depuis. 34 charges, il a été condamné, on attend la sentence le 26 novembre. Et il a encore 5 ans. Et c'est un jury populaire, c'est-à-dire que ce n'est pas un juge qu'on pourrait. Dans Manhattan, qui est sans doute l'endroit le plus démocrate des États-Unis. Alors, ce que je vous propose, pour reprendre notre souffle,
c'est de regarder la campagne américaine qui nous semble parfois un peu exotique, avec des règles parfois absurdes, avec des passages obligés qui seraient impossibles en France. Et notre émission vous proposera désormais une fois par semaine un regard un peu différent, celui d'une jeune américaine, Kili, qui travaille à notre bureau de Washington. Bonsoir Kili, merci d'être avec nous. Vous allez nous proposer des cartes postales et notamment celle de ce soir sur la place importante de la religion dans la vie publique aux États-Unis. Oui, bonjour, tout à fait. Un des objectifs de notre chronique du bureau qui s'appelle Ici Kili, c'est de mettre une lumière sur les aspects de la politique et de la culture américaine qui seraient méconnus, voire surprenants pour le grand public français. Mais ce qui serait pour moi une évidence grâce à ma nationalité. Et comme vous avez très bien dit, j'ai longtemps réfléchi sur exactement sur quoi je vais vous parler ce soir, mais j'ai décidé que la religion et l'importance de la culture de la religion seraient très, très, très importants, car il y a des très croyants, notamment des électeurs évangéliques, qui veulent mobiliser dans les élections d'autres chrétiens pour voter Donald Trump, vu qu'il est un personnage qui incarne les valeurs conservatrices. Mais en effet, dans ce pays, c'est tout à fait normal pour des millions d'Américains de se servir de leur foi pour faire le choix du candidat. Pourquoi exactement? Je vous explique. Regardez. One nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all. Ce discours pourrait vous sembler étrange, mais je le connais par cœur. Tous les jours à l'école, j'ai dû prêter serment aux États-Unis avec mes camarades de classe. Et nous proclamons tous que cette nation est unie, indivisible, sous Dieu. Dieu est présent partout dans ce pays, notamment dans les grandes cérémonies politiques. Vous avez peut-être déjà vu la Bible sous la main des présidents américains. C'est l'un des textes favoris pour prêter serment lors de l'investiture. Et même dans la vie quotidienne, la Bible est toujours à proximité. Vous la trouvez par exemple dans chaque hôtel américain, dans la table de chevet. Mais c'est quoi ce rapport avec Dieu? En fait, ici, dans notre société, la religion a une importance majeure. Et cette année, pour la présidentielle, elle va jouer un rôle crucial pour Donald Trump. Ce soir, j'assiste à un événement religieux organisé par Turning Point USA. C'est un des groupes lobbying conservateurs qui voudrait imposer la religion dans la vie publique. We can't do anything as a nation without God's blessing on our country. Well, that president should be like the divine leader, and the Holy Spirit is using him as a beacon for leadership of the Christian churches. I think the Democrats definitely align less with the ways of God. Mais il n'y a pas de pasteurs sur scène. Ce sont plutôt des commentateurs politiques. Ils abordent les questions d'actualité d'un point de vue religieux, notamment le cas des personnes transgenres et homosexuelles. Mon pays, depuis le début de son histoire, est culturellement croyant, malgré aucune religion officielle. Et aujourd'hui, 48% des électeurs veulent que le président porte une conviction religieuse, selon un sondage. Alors pour voir tous les reportages de Kili et de l'équipe du bureau de Washington, je vous renvoie à leur page sur les réseaux sociaux. Une question à l'un et à l'autre en 20 secondes. Vous êtes confiant? Oui, absolument. Je croyais que vous allez... Pas sur le sujet, vous êtes confiant sur le résultat de l'élection. Tranquille, on attend. Vous êtes certain? Ah oui, il n'y a pas de doute. Même question. Moi, je suis très enthousiaste, tant sur le vote du collège électoral, mais également le vote populaire, chose qui n'est pas arrivée depuis 20 ans pour un candidat républicain. Et je pense que cette année, on a une vraie dynamique et on va faire la surprise. Eh ben, on va vous retrouver la semaine prochaine pour redébattre de tout ça, pour se quitter, puisque nous sommes vendredi soir. Notre traditionnelle image du jour,